Donc déjà, un petit rappel sur qui peut être micro-entrepreneur. Donc le statut de la micro-entreprise a été créé il y a quelques années. Alors on dit micro-entreprise, vous avez peut-être aussi entendu parler du terme auto-entreprise. C'est exactement la même chose. Donc ça a été créé il y a quelques années pour permettre à un maximum de personnes de créer une activité professionnelle et surtout pendant, on va dire, les premières années de création, de permettre de tester la viabilité de cette activité professionnelle et notamment de garder une activité peut-être parallèle de salariés, de retraités, d'étudiants, tout en menant un projet professionnel euh, en plus. Donc, effectivement, vous pouvez être micro-entrepreneur si vous êtes salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes retraité, si vous êtes étudiant, même si vous êtes fonctionnaire avec un petit bémol, il vous faut l'autorisation de votre administration puisque certaines activités professionnelles sont parfois incompatibles avec une activité de fonctionnaire. Par contre, il y a certaines activités qui sont interdites à l'exercice d'une profession sous la forme d'un micro-entrepreneur. Certaines professions, comme les professions juridiques, les professions de santé, les activités de marchand bien, les activités d'agent immobilier et toutes les activités agricoles rattachées au régime fiscal de la MSA, c'est-à-dire la Sécurité sociale agricole, ne permettent pas d'être micro-entrepreneur. Donc, successivement, je vais voir avec vous 5 points. Premier point, l'imposition des revenus. En gros, je vais tirer un revenu de mon activité professionnelle. Comment est-ce que je vais l'imposer? Deuxième point, la TVA. Donc, la TVA, vous la connaissez tous, hein, quand vous allez chez le boulanger acheter une baguette, vous payez de la TVA. Quand vous allez acheter un téléviseur, un frigo, vous payez de la TVA. Donc là, est-ce que dans le cadre de l'activité que vous allez exercer en tant que micro-entrepreneur, vous allez devoir payer de la TVA? Troisième point, la cotisation foncière des entreprises. Quatrième point, les obligations comptables, puisque je vous ai dit en préambule que c'était un régime simplifié de déclaration. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro obligation comptable. Elles sont simplifiées, mais elles existent quand même. Et enfin, les services en ligne, alors ça, c'est propre à notre administration, c'est comment est-ce que vous pouvez nous contacter et nous poser des questions, prendre rendez-vous. Alors déjà, je vais un petit peu anticiper sur le point 5 pour vous dire une chose importante. Donc, vos interlocuteurs dans votre vie professionnelle seront mes collègues du service des impôts des entreprises de Meurthe-et-Moselle. Ils sont situés pour la Meurthe-et-Moselle, rue Sainte-Catherine. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent d'autres départements, mais vous avez le pendant de service des impôts des entreprises dans votre département. Une petite spécificité, vous avez peut-être l'habitude quand vous avez une question à poser à votre service des impôts des particuliers, une question sur de l'impôt sur le revenu par exemple, de vous déplacer auprès de ce service. Donc, vous faites un peu d'attente et à un moment donné, vous voyez quelqu'un au guichet. Au service des impôts des entreprises, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a que de la réception sur rendez-vous. Donc, je vous expliquerai au point 5 comment, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de ce service des impôts des entreprises qui sera votre interlocuteur. Ça a un avantage, c'est que avec un rendez-vous, on peut aussi vous appeler avant ce rendez-vous pour préciser votre demande et vous demander d'apporter des documents plus précis pour nous permettre de vous répondre lors de l'entretien. Et parfois même, simplement en vous rappelant, on va vous apporter la réponse et du coup, vous n'aurez pas la nécessité de vous déplacer, en fait, tout simplement. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier point qui est l'imposition des revenus. Donc, en préambule, c'est quoi être micro-entrepreneur? Et surtout, à partir jusqu'à quel montant de chiffre d'affaires pouvez-vous rester micro-entrepreneur? Donc alors, sur mon petit tableau, vous allez prendre la ligne régime de la micro-entreprise. Effectivement, la loi vous permet de rester micro-entrepreneur, donc de bénéficier d'un régime simplifié,
si vous ne dépassez pas un certain montant de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez principalement, on va dire, deux grandes colonnes, selon que vous soyez bénéfices industriels et commerciaux, BIC, ou bénéfices non commerciaux, BNC. Donc, en matière de BNC, vous restez micro-entrepreneur si vous ne dépassez pas 77 700 € de chiffre d'affaires sur l'année. Pour les BIC, tout dépend de votre type d'activité. Si vous faites de la vente de marchandises, de la fourniture de logement, vous restez micro-entrepreneur jusqu'à 188 700 € de chiffre d'affaires. Si vous faites de la prestation de services, vous restez micro-entrepreneur jusqu'à 77 700 €. Alors, je vois peut-être, vous n'êtes pas en face de moi, mais je me demande, je pense déjà que vous avez une première interrogation, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un BIC, qu'est-ce que c'est qu'un BNC et quelle est la différence entre une vente de marchandises et une prestation de services. Donc, prenons première colonne, le bénéfice industriel et commercial. Comme son nom l'indique, ce sont les activités de commerce ou les activités industrielles. Vous vendez quelque chose, vous vendez des robes, vous vendez des bougies, vous vendez quoi que ce soit, vous faites une activité BIC. Vente de marchandises, prestation de services. Prenons un exemple, vous vendez des ordinateurs. Vous les vendez, c'est votre but, voilà, quelqu'un vient, vous lui vendez un ordinateur. Vous restez micro-entrepreneur si vous ne vendez pas plus de 188 700 € d'ordinateur. À l'inverse, votre rôle, ce n'est pas de vendre les ordinateurs, vous ne faites que les réparer. Donc, quelqu'un vous emmène un ordinateur qui est cassé et votre rôle, c'est de faire en sorte que cet ordinateur fonctionne. Vous faites ce qu'on appelle de la prestation de service. Vous rendez un service qui consiste à réparer l'ordinateur. Dans ce cas-là, vous restez micro-entrepreneur si vous ne dépassez pas 77 700 € de réparation d'ordinateur. À l'inverse, les bénéfices non commerciaux, ce sont des activités un peu particulières. Alors déjà, vous êtes BNC si la loi ne vous place pas dans une autre catégorie. Vous êtes également BNC si vous faites une activité, on va dire, artistique, une activité un peu de l'esprit, par exemple graphisme, du conseil, certaines professions aussi, comme les médecins, les professions médicales, sont également des BNC. Donc voilà, donc ça, ce sont des seuils qui changent tous les 3 ans. Donc ils sont chaque fois, au bout de 3 ans, réévalués à la hausse. Et donc effectivement, tant que vous ne dépassez pas ces seuils, vous restez micro-entrepreneur. Une petite subtilité. Il peut arriver qu'une année, vous ayez un très gros client. Et ce gros client va vous faire dépasser le seuil, juste cette année-là, le seuil de 188 700 € ou de 77 700 €. Le souci, c'est que ce client ne se répétera pas dans les années suivantes. Et donc, effectivement, la loi vous permet en fait de dépasser les seuils dont je vous ai parlé une seule fois. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire une année faste sans perdre le statut de la micro-entreprise. Vous perdrez le statut de la micro-entreprise si vous dépassez ce seuil 2 années de suite. Parce que là, on va considérer que vous développez et que le statut de la micro-entreprise n'est plus adapté au développement de votre activité. Donc, qu'est-ce qui se passe justement des revenus que vous allez générer de votre activité? Donc, prenons mon exemple. Nous sommes en 2024. Donc, nous sommes en mai. Vous êtes normalement en période de déclaration de vos revenus. Donc, de votre activité professionnelle, vous allez tirer un revenu. Comment ce revenu va-t-il être imposé? Donc, vous avez 2 possibilités. Le premier régime, c'est le régime de la micro-entreprise qui est le régime de droit commun, c'est-à-dire le régime sur lequel vous allez être placé d'office si vous n'optez pas pour le deuxième régime qui est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, ou si, puisque le deuxième régime
répond à des conditions. Si vous ne répondez pas à ces conditions, vous êtes de toute façon, vous n'aurez pas le choix du régime, vous serez dans le régime de droit commun. Donc, on va d'abord commencer avec le régime de droit commun. Donc, nous sommes en 2024, nous sommes en mai. En 2023, vous avez tiré un revenu de votre activité professionnelle. Par exemple, allez, on va dire que vous avez fait un revenu de 100 000 € de BIC vente. Comment vous allez le déclarer chez nous? Si vous avez fait un petit peu attention à votre déclaration de revenus que vous faites en mai de chaque année, vous allez voir que votre déclaration de revenus, celle où vous mentionnez vos salaires, vos retraites, porte un petit numéro en haut à gauche. Elle s'appelle la déclaration numéro 2042. Et à cette déclaration, il y a associé tout un tas de déclarations annexes, notamment, par exemple, si vous avez des revenus fonciers. Et donc, il existe une déclaration pour les professions non salariées qui s'appelle la 2042C Pro. C pour complémentaire, Pro pour professionnel. C'est sur cette déclaration que vous allez porter votre chiffre d'affaires annuel ou vos recettes. C'est la même chose, c'est juste qu'on ne parle pas, ça n'a pas la même terminologie suivant que vous êtes en BIC ou en BNC. Donc, les 100 000 € qu'en 2023, vous allez tirer de votre activité professionnelle, vous allez les déclarer en mai 2024 sur la déclaration 2042C professionnelle. Avec, alors j'espère que c'est visible à l'écran, différents encarts suivant que vous êtes régime micro BIC ou BNC. Donc, par exemple, régime micro BIC, dans mon exemple de 100 000 € de vente de marchandises, vous allez le déclarer, ligne 5KO si vous êtes le déclarant 1, ou si vous êtes marié et que vous êtes le déclarant 2, ligne 5LO. Idem, prestation de service, 5KP ou 5LP. Pareil pour les micro-BNC. Donc, je vois tout de suite votre interrogation qui est légitime, puisque je vous ai dit que vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Donc, dans mon exemple, 100 000 €. Sauf que ces 100 000 €, vous ne les avez pas dans votre poche. Pour exercer votre activité professionnelle, vous avez engagé des frais. Vous avez peut-être acheté les biens, acheté de quoi produire les biens que vous allez vendre. Vous avez peut-être loué un local. En tout état de cause, vous avez des factures d'électricité, des factures d'eau. Donc, tout ça, ce sont des charges qui viennent en déduction de votre chiffre d'affaires. Donc, quelque part, effectivement, déclarer 100 000 € alors que, au final, dans votre poche, il ne reste pas 100 000 €. Donc, est-ce que vraiment vous êtes imposé sur ces 100 000 € déclarés? Donc, bien sûr que non, puisque la loi prévoit un abattement sur justement le chiffre d'affaires que vous allez déclarer. Alors, cet abattement, il est différent suivant que vous êtes en micro-BIC ou en micro-BNC. Et suivant que vous êtes en micro-BIC, en achat-revente ou en prestation de service. Par exemple, dans mon exemple de 100 000 € de chiffre d'affaires sur une activité de micro-BIC vente, notre système informatique va vous déduire un abattement de 71%, c'est-à-dire 100 000 € déclarés, 71% de 100 000 € déduits au titre de vos charges, ça fait 71 000 €. Vous n'êtes donc plus imposé à l'impôt sur le revenu que sur 100 000 moins 71 000, 29 000 € au titre de votre activité professionnelle. Si vous êtes en BIC prestation, vous avez un abattement de 50%, en BNC de 34%. Ces seuils, ces abattements sont fixés par la loi. Il n'est pas possible d'avoir plus ou d'avoir moins. Si vous jugez que ces abattements ne sont pas suffisants parce que, en fait, vos charges excèdent, par exemple, 71% de votre chiffre d'affaires, c'est que peut-être la micro-entreprise n'est pas le régime le plus adapté pour vous. Dans ce cas,
je ne peux que vous conseiller de prendre rendez-vous avec nous dans nos services et on verra avec vous les autres possibilités, les autres régimes que vous pouvez avoir, qui sont des régimes pour le coup qu'on dit réels, qui va vous permettre de déduire toutes vos charges réelles. Mais effectivement, la micro-entreprise, vous êtes limité aux abattements légaux. Donc vous, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de mettre le montant de votre chiffre d'affaires. Et encore une fois, c'est notre système informatique qui va s'occuper du calcul de l'abattement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec, dans mon exemple, les 29 000 € qui vont être imposables? Eh bien, en France, le système de l'impôt sur revenu, c'est un système, en fait, qui fait masse de tous vos revenus. C'est-à-dire qu'on va prendre vos salaires, éventuellement vos revenus de capitaux mobiliers. Effectivement, on va en faire une masse, on va appliquer un barème progressif et de l'ensemble de vos revenus, c'est-à-dire vos 29 000 € plus les revenus que vous pouvez tirer d'une autre source de revenus ou peut-être les revenus de votre conjoint, on va appliquer un barème et effectivement, vous aurez un montant d'impôt sur le revenu qui sera compris effectivement dans votre avis d'impôt sur le revenu. Donc, ça, c'était le premier système qui est le régime de droit commun. C'est-à-dire que par défaut, vous êtes placé sur ce régime-là si vous ne choisissez pas d'opter pour l'option pour le versement libératoire. Alors ça, c'est le deuxième régime d'imposition des revenus. Alors, sachant que ce régime est soumis à des conditions. Donc déjà, si vous ne remplissez pas les conditions, de toute façon, vous ne pouvez pas opter pour ce régime et vous serez d'office dans le régime que je viens de vous exposer à l'instant. Donc, première condition, il faut que vous soyez donc micro-BIC, micro-BNC et au régime micro-social. Et surtout que le revenu de votre foyer fiscal, donc j'entends bien le foyer fiscal, c'est-à-dire pas vos seuls revenus. Si vous êtes marié, on va faire la somme de tous vos revenus, monsieur et madame, enfin vous et votre conjoint. Donc, effectivement, il faut que le revenu du foyer fiscal 2022 ne doit pas dépasser un certain montant. Donc, 27 748 € par part, 52 140 € pour un couple, 78 210 € pour un couple avec 2 enfants. En fait, les parts augmentent en fonction du nombre d'enfants. Donc, si vous êtes seul, que vous avez un revenu du foyer fiscal 2022 qui est à 30 000 €, vous ne pouvez pas opter. Donc, ce régime-là vous est interdit. Si vous ne dépassez pas le seuil, vous pouvez opter pour ce régime. Donc, ce régime, c'est quoi? Tout simplement, vous allez régler en un seul versement les parts sociales et la part d'impôt sur le revenu. Et vous allez acquitter l'impôt sur le revenu, en fait, en même temps que vos cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Donc, si vous décidez d'opter pour le versement libératoire, à la création, vous devez opter au plus tard jusqu'au dernier jour du 3e mois suivant le début de votre activité, pour que ce soit applicable pour l'année en cours, c'est-à-dire l'année de création. Si par hasard, vous n'optez pas l'année de création, vous pouvez toujours opter pour les années suivantes en optant avant le 30 septembre de chaque année pour une application l'année suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous optez pour le prélèvement forfaitaire libératoire? Donc, vous allez faire une déclaration auprès de l'URSSAF, où vous allez, alors soit tous les mois, soit tous les trimestres, mentionner le montant de votre chiffre d'affaires. Sur le montant de votre chiffre d'affaires, on va vous prendre un prélèvement qui correspond aux cotisations sociales. Eh bien, en plus de ce prélèvement pour les cotisations sociales, on va vous prendre un petit pourcentage supplémentaire pour payer l'impôt sur le revenu. Donc, dans le tableau, par exemple, donc je reprends toujours mon exemple du micro BIC vente, par exemple. On va dire qu'au mois d'avril 2024, vous avez réalisé 10 000 € de chiffre d'affaires. Au mois de mai, vous allez faire la déclaration auprès de l'URSSAF.
Sur ces 10 000 euros de chiffre d'affaires, on va vous prendre 12,30% pour les cotisations sociales, c'est-à-dire, dans mon exemple, 1 230 euros. Mais on va vous prendre également 1%, c'est-à-dire 12,30 plus 1%, c'est le total de la colonne en rouge. On va vous prendre 13,30%, donc 1% au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, sur 10 000 euros, on va vous prendre 100 euros au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, on va vous prendre 1 230 euros pour les cotisations sociales, 100 euros pour l'impôt sur le revenu. Donc, on va vous demander de payer 1 330 euros à la fois pour vos cotisations sociales et votre impôt sur le revenu. Donc, tout se fait sur les déclarations et vous versez auprès de l'URSSAF. Et bien sûr, nous, la partie d'impôt sur le revenu, on la récupérera, mais on la récupérera auprès de l'URSSAF qui aura collecté l'impôt sur le revenu à notre place. La seule chose que vous aurez à faire, toujours au niveau de la fameuse déclaration 2042C Pro, c'est nous indiquer que votre chiffre d'affaires de l'année a fait l'objet d'un prélèvement forfaitaire libératoire auprès de l'URSSAF. Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander de remplir une ligne à titre informatif si vous avez été imposé et que vous avez payé votre impôt sur le revenu auprès de l'URSSAF. Bien évidemment qu'on ne va pas vous demander de repayer de l'impôt sur le revenu sur votre activité professionnelle en fonction de ce que vous aurez déclaré sur la 2042C Pro. C'est ce qu'on vous met. Le revenu, il est déclaré, mais il n'est pas imposé. Donc, je pense que beaucoup se demandent, mais comment est-ce que je peux savoir, mettons par exemple que je remplis les conditions pour opter justement pour le prélèvement libératoire. Est-ce que c'est intéressant pour moi? Bien évidemment que je ne peux pas vous donner la réponse parce que chaque cas est différent. Déjà parce que vous pouvez avoir des revenus autres que votre activité professionnelle, vous pouvez avoir un conjoint. Donc, il y a plein de situations qui fait que je ne suis pas en mesure de vous dire quel système serait le plus avantageux. Là, il va falloir que vous soyez proactif et que vous recherchiez vous-même quel système sera le plus avantageux. Donc, vous pouvez faire des simulations. Sur le site impôt.gouv.fr, vous allez, pour faire votre déclaration de revenus, vous avez un simulateur qui vous permet de calculer l'impôt sur le revenu que vous allez devoir acquitter. Donc, je vous ai mis l'adresse mail. Et donc, vous pouvez simuler, en fait, avec, par exemple, le premier système, si je suis au régime de droit commun, combien est-ce que ça va me faire d'impôt sur le revenu à payer? Et dans le deuxième cas, si je peux opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, eh bien, vous prenez le pourcentage, soit 1%, soit 1,70, soit 2,20, suivant que vous êtes micro-BIC, micro-BNC, et vous regardez ce que ça fait en termes d'impôt sur le revenu. Là, je vous ai fait un exemple, donc que vous retrouverez, si vous voulez le regarder plus en avant, quand le replay sera mis en place sur YouTube. Et donc voilà, il va falloir effectivement à vous de simuler. En tout état de cause, vous n'êtes jamais bloqué dans un régime. Si vous choisissez le régime de droit commun et qu'au bout d'un an, vous vous rendez compte que ce régime finalement est moins avantageux que le versement libératoire, comme je vous ai expliqué, avant le 30 septembre de chaque année, vous pouvez opter pour le régime du versement libératoire et à partir du 1er janvier de l'année suivante, vous bénéficierez du deuxième régime. Et à contrario, vous pouvez passer l'année suivante du versement libératoire au régime micro-BNC. Vous aurez, entre guillemets, perdu une année, mais vous n'êtes pas bloqué pour l'avenir. Alors, au niveau du prélèvement à la source, comment ça se passe? Vous savez que depuis 2018, on est prélevé à la source sur la plupart de vos revenus. Si vous êtes salarié, votre employeur vous verse un net à payer après déduction du prélèvement à la source. Donc, si déjà vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous n'êtes pas concerné par le prélèvement à la source.
Si par contre vous êtes au régime de droit commun, lorsque vous aurez déclaré la première année le montant de votre chiffre d'affaires, on va connaître le montant de l'impôt sur le revenu que vous allez payer sur le chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Donc, on va pouvoir vous calculer ce qu'on appelle des acomptes de prélèvement à la source. Donc, ces acomptes de prélèvement à la source vont être prélevés sur votre compte professionnel et effectivement viendront en diminution de votre solde d'impôt. Donc, deuxième sous-partie, la TVA. Donc, je vous ai dit, dans votre vie de tous les jours, la TVA, vous devez sans doute la connaître, puisque dès que vous allez faire vos courses, dès que vous allez acheter un équipement ménager, eh bien, vous avez forcément de la TVA à payer. Si vous regardez vos factures, vous allez acheter un ordinateur dans une grande enseigne de distribution. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez achat d'un ordinateur de marque Hewlett-Packard avec une référence, 1 000 €. Montant de la TVA, 20%, 200 €. Montant à payer, 1 200 €. Donc, à la caisse, vous n'allez pas payer 1 000 €, vous allez payer 1 200 €. Facture à l'appui. Donc, vous, dans votre activité de micro-entreprise, est-ce que vous connaissez la TVA? Eh bien, non. En dessous d'un certain seuil, vous êtes ce qu'on appelle en franchise en base de TVA. C'est-à-dire que vous ne facturez pas la TVA à vos clients. En contrepartie, vous ne pouvez pas la déduire. Donc, attention, les seuils sont différents par rapport au seuil d'imposition du résultat que je vous ai présenté. Ils sont à peu près diminués de moitié. Donc, c'est la dernière colonne. Vous êtes en franchise en base, c'est-à-dire que vous ne facturez pas de TVA tant que vous ne dépassez pas 101 000 € hors taxe en activité BIC vente et 39 100 € de chiffre d'affaires en activité BIC prestation de service ou en activité BNC. Donc, ça veut dire quoi être franchise en base? Ça veut dire que la TVA pour vous va être peut-être un peu franc, vous l'oubliez. Concrètement, vous ne la connaissez pas. Donc, vous allez facturer à vos clients sans TVA. Donc, dans mon exemple, je vous ai montré l'ordinateur de marque Hewlett-Packard, 1 000 €, 200 € de TVA, 1 200. Quand vous allez facturer à vos clients, la TVA, vous n'allez pas la faire apparaître. Concrètement, je vends un ordinateur de marque Hewlett-Packard, 1 000 €. Montant à payer pour ce client, 1 000 €. Donc, vous ne la facturez pas à vos clients. En contrepartie, vous n'avez pas de déclaration de TVA à faire. Vous n'avez pas à nous reverser la TVA puisque vous ne la facturez pas à vos clients ne la payent pas, donc on ne va pas vous demander de la reverser. Donc, au niveau donc, de la TVA, la seule chose que j'avais attiré quand même votre attention. Donc, sur les factures que vous allez faire à vos clients, vous ne mentionnez pas la TVA. Par contre, il y a une mention obligatoire qu'il va falloir y mettre. Et je dis bien obligatoire, c'est celle qui est en bleu sur la diaporama, la diapositive, pardon. TVA non applicable, article 293B du CGI. J'insiste bien parce que si vous oubliez de mettre cette petite mention qui a l'air de rien du tout sur la facture de vos clients, si vous êtes contrôlé par un de mes collègues, on va être en droit de vous réclamer de la TVA que vous n'avez pas demandé à vos clients. C'est-à-dire que la simple mention de l'oubli de cette petite mention qui n'a l'air de rien du tout, c'est 7 mots à tout casser, va nous permettre en cas de contrôle de vous dire, eh ben, vous avez oublié cette mention. C'est cette mention-là qui fait que vous avez l'autorisation de ne pas réclamer la TVA à vos clients. Vous ne la mettez pas, eh ben, vous allez me payer 20%, c'est-à-dire le taux normal de TVA, sur tout ce que vous avez facturé à vos clients. Sauf que quand vous avez facturé à vos clients, vous n'étiez pas à la TVA. Donc, concrètement, considérez qu'il y a 20% du chiffre d'affaires que vous avez fait qui va partir pour payer le rappel de TVA qu'on va vous faire. Donc, s'il y a bien quelque chose à ne
pas oublier sur vos factures, c'est cette petite mention, parce que les conséquences fiscales seraient très importantes si vous l'oubliez en cas de contrôle. Donc, troisième impôt, la cotisation foncière des entreprises. Alors, c'est quoi la cotisation foncière des entreprises? Si vous n'êtes pas imposable à l'impôt sur le revenu, que vous ne connaissez pas la TVA, parce que vous êtes en dessous des seuils, c'est sans doute le seul impôt que vous aurez à payer avec votre activité de micro-entrepreneur. Pourquoi? Parce que cette cotisation foncière des entreprises, elle est due. Voilà, elle est due pendant votre activité professionnelle, avec juste des exceptions. Vous ne payez pas de CFE l'année de création. Donc, j'ai souvent tendance à dire aux gens qui viennent me voir le 15 décembre que s'ils peuvent attendre un petit peu pour créer leur activité, qu'ils le fassent, qu'ils la créent au mois de janvier. Comme ça, l'année de création, c'est une année pleine et pas les 15 derniers jours de l'année. Vous avez également des exonérations permanentes, comme certaines activités, par exemple les pêcheurs, les exploitants agricoles, les artistes, les vendeurs à domicile. Et vous avez aussi des cas d'exonération facultative, c'est-à-dire que suivant où est-ce que vous vous implantez dans le territoire de la Meurthe-et-Moselle, par exemple, les collectivités votent des exonérations facultatives temporaires. C'est-à-dire que ce ne sont pas des exonérations permanentes, ce sont des exonérations facultatives qui durent. Généralement, c'est les 5 premières années, vous êtes exonéré totalement de CFE, et ensuite les 3 années suivantes, c'est une exonération dégressive. Donc, ça fait une exonération soit totale, soit partielle pendant les 8 premières années de votre activité. Par contre, il faut vous implanter dans une zone, on va dire, un peu difficile au niveau de l'activité économique. Et vous êtes également exonéré de cotisation foncière des entreprises depuis 2019 si le chiffre d'affaires que vous réalisez est inférieur à 5 000 € par an. Donc, mais c'est quoi en fait la cotisation foncière des entreprises? Alors, pour faire un parallèle, quand il existait la taxe d'habitation, enfin elle existe toujours puisqu'elle existe pour les résidences secondaires, mais si vous vous souvenez de la taxe d'habitation ou même la taxe foncière que certains d'entre vous doivent payer, vous payez une taxe foncière en fonction de ce qu'on appelle la valeur locative de l'appartement ou de la maison dans laquelle vous résidez. C'est pour ça que la taxe foncière que vous payez n'est pas la même que celle de votre voisin, parce qu'il n'habite pas exactement dans la même maison ou dans le même appartement. Cet appartement peut être plus ou moins grand, il peut avoir plus ou moins de confort, et donc effectivement, la valeur locative de votre appartement ou de votre maison est différente, ce qui fait que vous payez une taxe foncière ou une taxe d'habitation qui est différente de celle de vos voisins. La cotisation foncière des entreprises, c'est la même chose. Vous allez exercer une activité professionnelle dans un local et ce local a une valeur locative qui a été déterminée par nos services. Bon, j'enfonce une porte ouverte, vous vous doutez bien qu'un local qui a 10 mètres carrés de surface a une valeur locative qui est beaucoup moins importante qu'un local qui fait 200 mètres carrés. Donc, effectivement, vous exercez l'activité dans un local et donc le fait d'exercer cette activité dans un local, il va y avoir un calcul de la cotisation foncière des entreprises qui va être fait. Donc, comment est-ce que ce calcul est fait? Quand vous allez vous créer, on va vous envoyer, au moment où vous allez être connu de nos services, on va vous envoyer un petit courrier. Donc, un petit courrier très simple, déjà pour vous souhaiter la bienvenue dans le beau monde des entrepreneurs. On va vous rappeler un petit peu vos obligations professionnelles en vous expliquant que voilà, vous êtes micro-BIC, donc vous devez déclarer vos revenus de telle façon, que vous êtes en franchise en base de TVA.
Et à l'appui de ce petit courrier, on va vous envoyer l'imprimé qui est à l'écran, qui s'appelle la 1447C pour création. Donc, on va vous l'envoyer au plus tard le 31 décembre de l'année d'activité. Et cet imprimé, alors là, je vous ai mis que le haut de l'imprimé, mais en fait, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cet imprimé? Tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de déterminer où est-ce que vous exercez votre activité professionnelle. Donc, on va vous demander déjà si vous l'exercez dans un local. Si c'est un local, eh bien, est-ce que vous en êtes propriétaire? Est-ce que vous le louez? Vous le louez à qui? Il fait combien de mètres carrés? Il est situé à quelle adresse? À quel étage? Tout ça pour nous permettre de vous situer le plus précisément possible. Imaginez, vous louez un local dans un grand centre commercial, il n'y a rien de pire qu'une cellule commerciale par rapport à une autre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin souvent de connaître les mètres carrés et le nom du propriétaire, puisque comme ça, on peut retrouver le local que vous utilisez. Donc, à ce local, il va y avoir donc une valeur locative qui est déterminée par les services du cadastre dans mon administration. Et à cette valeur locative, on va lui multiplier un taux qui va être voté par les collectivités locales. Donc, de la même façon que votre taxe foncière n'est pas la même que votre voisin, vous n'aurez pas forcément la même cotisation foncière des entreprises qu'une personne qui fait la même activité que vous, mais si vous exercez à Nancy et que lui exerce à Jarville, bien évidemment que les taux votés par les collectivités locales ne sont pas les mêmes à Nancy et à Jarville, donc vous n'aurez pas la même cotisation foncière des entreprises à payer. Ces taux sont publics. Vous les trouverez généralement soit sur les sites internet des collectivités locales, soit tout simplement en vous déplaçant en mairie si la mairie est trop petite pour connaître les taux votés. Ce qui vous permettra d'avoir une petite idée si d'aventure vous hésitez peut-être entre deux emplacements pour exercer votre activité professionnelle, vous pouvez regarder effectivement quelle mairie a le taux le plus avantageux. Je vois notamment une question dans le chat qui est effectivement qu'est-ce qui se passe si j'exerce à domicile? Effectivement, vous n'êtes pas obligé de louer un local professionnel. Il y a beaucoup d'activités de micro-entreprises qui s'exercent du domicile, soit parce que les personnes, un ordinateur leur suffit, ils font ça sur Internet, soit tout simplement parce que l'activité nécessite de se déplacer chez les clients et que donc on n'a pas besoin d'un local. Donc on peut penser que si on n'a pas de local, eh ben, on ne paye pas de cotisation foncière des entreprises. Eh bien malheureusement non, c'est pour ça que j'ai dit en préambule du point 3 que si vous n'êtes pas imposable à l'impôt sur le revenu et que vous ne payez pas la TVA, enfin vous n'êtes pas redevable de la TVA, la cotisation foncière des entreprises sera peut-être le seul impôt que vous aurez à payer parce que même de chez vous, même avec une activité exercée chez vous, on va vous calculer ce qu'on appelle une cotisation minimum qui va être basée sur le chiffre d'affaires réalisé. Et donc, cette cotisation minimum, elle est pareille. Les cotisations sont fixées par chaque collectivité. Donc, la cotisation minimum de CFE de Nancy n'est pas la même que celle de Longwy, de Briey, de Thionville, de Metz. Pareil, les taux sont publics, donc vous pouvez vous renseigner. Donc concrètement, ça marche avec des tranches d'imposition. Alors bien sûr, je n'ai pas toutes les tranches d'imposition de toutes les communes de Meurthe-et-Moselle. Mettons par exemple que c'est de 0 à 15 000 euros de chiffre d'affaires exercé donc chez vous. Vous allez payer par exemple 300 euros de cotisation foncière des entreprises. De 15 000 à 30 000, vous allez payer 650 euros. Et comme ça, avec différentes tranches. En tout état de cause, vous avez bien une cotisation minimum à payer, sauf si vous ne dépassez pas 5 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous êtes en dessous de 5 000 euros, pas de cotisation foncière des entreprises. Si vous êtes au-dessus de 5 000 euros, ça va être donc le barème qui va avoir été voté par chaque mairie, en fait, chaque collectivité locale. Petite subtilité aussi au niveau des impôts des professionnels.
chez nous, tout se passe de manière dématérialisée. C'est-à-dire qu'hormis ce formulaire que vous allez recevoir papier, ensuite, pour tout le reste de votre activité professionnelle, on ne vous enverra quasiment jamais de papier. Donc, l'avis de cotisation foncière des entreprises, vous ne le recevrez jamais par la poste. Peut-être que certains d'entre vous recevez encore votre avis d'impôt sur le revenu en août par la poste. L'avis de cotisation foncière des entreprises, ne l'attendez jamais par la poste, il n'est pas envoyé par la poste. Tout se fait sur un site dont je vais vous parler un petit peu plus tard et que vous devez connaître, c'est le site impôt.gouv.fr. Donc, on mettra à disposition, c'est généralement début novembre, vous avez l'information comme quoi l'avis de cotisation foncière des entreprises est disponible sur le site impôt.gouv.fr. Il va falloir vous connecter, je vous expliquerai comment, à votre espace professionnel. Vous pourrez le consulter et surtout, vous allez le payer. Il n'est pas question de vous déplacer au service des entreprises avec des espèces ou un chèque, on ne les acceptera pas, parce que dans la vie professionnelle, dans le monde des professionnels, le paiement des impôts se fait soit en ligne directement sur le site impôt.gouv, soit tout simplement par prélèvement automatique. Vous nous donnez un mandat pour prélever le montant à payer sur votre compte bancaire. Et ça sera la même chose, ce système de paiement sera le même si un jour vous rentrez dans le système de la TVA, toutes les déclarations et tous les paiements se font de manière dématérialisée. Ce sont des télédéclarations, donc ce ne sont pas des déclarations papier, et les paiements se font également de manière ce qu'on appelle dématérialisée, c'est-à-dire ce ne sont pas des espèces, ce n'est pas un chèque que vous nous envoyez ou que vous venez nous déposer au service des impôts des entreprises. C'est un prélèvement bancaire ou c'est un virement que vous faites depuis votre ordinateur. Donc, au tout début de la présentation, je vous ai dit que la micro-entreprise, c'était un régime simplifié de déclaration. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos obligations comptables? Donc, normalement, quand vous êtes un professionnel, vous êtes obligé de tenir une comptabilité. Alors, je vois juste une question sur les exonérations facultatives de CFE. Sont-elles automatiques ou doit-on en faire une demande? Non, elles sont automatiques si on arrive à vous localiser à l'endroit qui vous donne droit à avoir cette exonération. Sur la ville de Nancy, par exemple, vous avez des exonérations dans certains quartiers, d'où l'intérêt pour nous que vous répondiez au petit formulaire, la déclaration 1447C, pour nous dire que vous êtes dans telle rue à tel numéro. J'insiste même bien sur le numéro parce que des fois, il y a la rue à gauche de la rue, vous êtes dans une zone, à droite de la rue, vous n'y êtes pas. Et donc, si on vous localise dans la zone qui permet que vous bénéficiez de cette exonération facultative de CFE, on vous y mettra donc pour le temps imparti. Donc ça c'est à nous. Vous pouvez bien sûr nous faire un petit courrier disant que vous pensez y avoir droit, mais en tout état de cause, c'est nous qui vérifierons que votre adresse est bien implantée dans la zone qui nécessite effectivement, qui vous permet de bénéficier de l'exonération temporaire facultative. Donc, au niveau des obligations comptables, en tant que micro-entrepreneur, vous n'avez pas l'obligation de tenir une comptabilité, ce qui est très honnêtement un plus quand on débute son activité, parce que tenir une comptabilité, c'est un métier. Ça nécessite quand même de bien connaître la comptabilité, hein, avec des comptes de produits, des comptes de charges, des comptes d'IMO. Ça, pas du tout. En tant que micro-entrepreneur, vous n'avez pas l'obligation de tenir une comptabilité. Vous n'avez pas non plus l'obligation de nous déposer un bilan et un compte de résultat. La seule chose qu'on va vous demander, c'est de tenir un livre journal ou un détail journalier des recettes. Donc, le livre journal ou le livre de recettes, c'est nous dire, tenir compte chronologiquement du détail de toutes vos recettes professionnelles. Concrètement,
le 2 janvier 2024, j'ai vendu un ordinateur de marque Toshiba, voilà, telle référence, pour un montant hors taxe de 1 000 € à monsieur Dupont Xavier, résident, voilà. Vous gardez la facture et toute autre pièce justificative. Le 3 janvier, vous avez vendu un mât, voilà, et comme ça, chronologiquement, sur toute l'année. Donc, c'est beaucoup plus simplifié, effectivement, que de tenir une réelle comptabilité. On vous demande juste, effectivement, chronologiquement, de nous dire ce que vous avez vendu concrètement et à qui. Alors, ça, les obligations comptables, c'est plutôt en cas d'assujettissement à la TVA. Donc, je vais le passer très, très vite parce que dans un premier temps, vous ne serez de toute façon pas à la TVA puisque les seuils sont quand même relativement importants puisque 100 000 € en matière de vente et 39 000 en matière de BIC, prestations ou BNC, c'est quand même un seuil qui est confortable quand on commence son activité. Ce que je peux vous conseiller, si votre activité se développe, que vous voyez qu'à quelques milliers d'euros près, vous commencez à vous rapprocher dangereusement de ces seuils, prenez contact avec le service des impôts des entreprises qui prendra le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est la TVA concrètement pour vous, quelles vont être les déclarations de TVA qui vont être attendues, qu'est-ce que ça va changer pour vous en termes de tenue d'une comptabilité, en termes de déclaration, en termes de paiement. Voilà, donc la TVA, c'est pas forcément très simple. En tout état de cause, ça m'est difficile de vous l'expliquer là en visio, surtout sur le temps imparti, et ce n'est pas le but de cet atelier. Voilà, donc si vous voyez que votre activité se développe, prenez rendez-vous avec nous. Et ça me permet de faire la liaison avec la dernière partie de cet atelier, à savoir, eh bien, les services en ligne. Donc, qu'est-ce que c'est les services en ligne? Ce sont des services que vous allez retrouver sur le site impôts.gouv.fr, site que vous devez bien connaître si vous déclarez votre impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que vous allez généralement en haut à droite de ce site et vous cliquez sur un onglet qui s'appelle... Voilà, alors on ne le voit pas bien. Il y a deux onglets en haut à droite. L'onglet bleu, généralement, qui est votre compte fiscal particulier. Vous cliquez là, vous allez déclarer vos revenus. C'est là que vous retrouvez aussi vos avis d'imposition, où vous pouvez gérer votre prélèvement à la source. Sur le site impôts.gouv, vous avez un moteur de recherche. Donc, si vous tapez micro-entreprise, par exemple, vous allez y retrouver tout ce que je viens de vous dire, avec des sous-menus qui correspondent un peu à la vie de votre entreprise, c'est-à-dire un premier sous-menu, je crée mon entreprise, fiscalement parlant, à quoi je dois m'attendre, donc c'est ce que je viens de vous dire, mais également, je gère mon entreprise, donc dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, je dois cesser mon entreprise, donc fiscalement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous allez également y trouver ce site, qui est un site donc, qui est sur le site impôts.gouv, parce qu'en fait, on l'a fait il y a quelques années, parce qu'on s'est rendu compte que la fiscalité est un domaine relativement complexe. Il est parfois difficile de comprendre ce qu'il faut faire. Et donc, on a créé ce site qui est à destination des micro-entrepreneurs avec comment dirais-je, un vocabulaire qui ne soit pas un vocabulaire technique ou trop fiscal par rapport à ce que nous pouvons nous exprimer. Donc, sur ce site, vous allez trouver des tutoriels vidéo, des petites fiches pratiques qui vont rappeler très brièvement tout ce que je viens de vous dire, parce que peut-être que là, vous avez des questions auxquelles, je vous ai dit, je m'engage à répondre dans les prochains jours, mais dans 3 ou 4 mois, vous allez peut-être vous dire, je crois que la dame m'a parlé de ça, mais je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle a dit. Et où est-ce que je peux trouver l'information? Donc, soit sur le site impôts.gouv dans le moteur de recherche, soit en allant directement sur ce site. Ou alors, autre possibilité, en nous sollicitant ou en sollicitant le service des impôts des entreprises.
Donc, comment ça se passe? Parce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous présenter à l'accueil de la cité administrative. Première chose que vous allez devoir faire quand vous allez avoir finalisé la création de votre entreprise, vous allez aller créer votre espace professionnel, qui est le pendant de votre espace particulier. Je vous ai parlé de votre espace particulier où vous allez pour déclarer vos revenus, pour faire votre impôt sur le revenu, pour récupérer vos rôles d'impôt sur le revenu, vos avis d'imposition. Il y a le pendant pour l'espace professionnel. Donc, c'est le petit onglet rouge qui est juste en dessous, en haut à droite du site impôt.gouv. Et on va vous demander de créer votre espace professionnel. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous déjà, pour la cotisation foncière des entreprises, je vous ai dit que vous ne recevrez aucun courrier de notre part. L'avis de cotisation foncière des entreprises sera mis en ligne sur votre espace professionnel qui vous est attribué. Bien évidemment que pour des questions de sécurité, on ne va pas mettre votre avis de cotisation foncière des entreprises à disposition de tout le monde. C'est pour ça qu'on va vous demander de créer un espace professionnel qui vous est propre et qui sera sécurisé. Donc, comment ça se passe? Vous allez cliquer sur l'onglet en haut à droite, donc votre espace professionnel, et vous allez tomber sur une page, un peu comme quand vous vous connectez à n'importe quel site marchand. Soit vous avez déjà une adresse professionnelle et un compte et vous rentrez votre adresse, votre mot de passe, soit là, c'est une création d'entreprise, on va vous demander de créer votre espace professionnel. La création se fait en 2 temps. Première fois, donc vous allez créer votre espace professionnel, vous allez renseigner le numéro sirène de votre entreprise, vous allez indiquer une adresse électronique de l'entreprise et une adresse électronique de connexion, choisir un mot de passe et donner vos coordonnées. Vous êtes monsieur ou madame, votre activité est exercée au siège social ou chez vous. Et donc, effectivement, vous allez ensuite donc compléter le formulaire, cliquer sur valider. Qu'est-ce qui va se passer? Comme pour les sites marchands, on va vous adresser un courriel avec un lien d'activation. Vous aurez 72 heures pour cliquer sur ce courriel. Regardez bien vos spams, parce que parfois, c'est dans les spams. Après, si vous ne cliquez pas dans les 72 heures, vous devrez recommencer la procédure depuis le début. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez recevoir un code d'activation qui va vous être envoyé par voie postale. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est compliqué leur truc, pourquoi un lien d'activation, pourquoi ensuite un courrier? En fait, c'est, comme je dis, ceinture et bretelles. Avec le courriel, avec le lien d'activation, on s'assure que le courriel que vous avez donné est valide. Avec l'envoi d'un courrier avec les codes d'activation, on s'assure également que l'adresse que vous nous avez donnée, c'est bien vous qui êtes au bout de la ligne, en fait. Pourquoi? Parce que par cet espace professionnel, on va faire beaucoup de choses. On va mettre à disposition vos avis. Si un jour vous êtes en TVA, vous en aurez besoin. On va dialoguer avec vous parce qu'on va vous envoyer des messages. Et vous ne souhaitez pas que votre espace professionnel soit piraté par n'importe qui. Donc, cette procédure, en fait, à double contrôle, nous permet de fiabiliser au maximum l'interlocuteur qu'on va avoir en face de nous. Donc, une fois que vous recevez par courrier les codes d'activation, vous retournez sur le site, donc pareil, onglet rouge, votre espace professionnel. Vous avez non plus l'onglet créer votre espace professionnel, mais activer votre espace professionnel. Vous rentrez vos codes d'activation. On va vous demander de renseigner encore d'autres éléments, comme notamment votre RIB. Et une fois que vous avez validé, votre espace professionnel est créé. Donc, via cet espace professionnel, vous pourrez, donc, je vous dis, récupérer votre avis de cotisation foncière des entreprises. Vous pourrez également nous envoyer des messages. Il y a une messagerie à l'intérieur de cet espace professionnel qui permet, donc là, voilà, une messagerie qui permet en fait de nous envoyer des messages ou plus exactement de les envoyer au service des impôts des entreprises dont vous dépendez géographiquement.
C'est important parce que si vous envoyez un mail, par exemple, classique, il faut s'assurer que vous avez la bonne adresse. Parfois, vous allez tomber sur le mauvais service. Donc, le service, normalement, va retransiter le mail à la bonne personne ou au bon service, mais vous aurez perdu quand même quelques heures, voire quelques jours. Avec la messagerie sécurisée, l'avantage, c'est que vous êtes tout de suite sûr que le message arrive au bon service. Vous savez avec la messagerie que le message a été reçu, qu'il est en cours de traitement. Vous savez quand une réponse y a été apportée parce que vous avez un lien qui vous dit d'aller consulter la réponse. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus simple d'utilisation puisque vous êtes certain que votre mail est bien arrivé et surtout qu'il a bien été mis en traitement. Donc, et surtout, cette messagerie a un historique. Donc, si par exemple, vous nous posez une question et que sur quoi que ce soit, on va vous apporter une réponse. Si vous souhaitez revenir 2 ans plus tard sur cette réponse parce que vous n'êtes plus sûr de ce qu'on vous a répondu, il gardera un historique. Donc ça, c'est très bien. Et sachez que par l'intermédiaire de la messagerie sécurisée, nous avons des obligations de vous répondre dans un certain délai. Donc, je ne peux que vous inciter donc, à créer votre espace professionnel et à nous joindre par cette messagerie sécurisée. Autre possibilité, par la messagerie sécurisée, vous pouvez nous demander un rendez-vous. Vous avez possibilité de prendre rendez-vous. Donc là, vous voyez, alors on ne voit peut-être pas bien, mais c'est l'onglet messagerie. Vous avez également mes autres services, coordonnées du gestionnaire et prise de rendez-vous. Donc par ce petit onglet, vous allez pouvoir nous demander un rendez-vous. Donc on va vous demander, alors soit par la messagerie sécurisée, soit par l'espace professionnel, pardon, soit si vous n'êtes pas encore au stade de la création de votre entreprise et que vous souhaitez quand même avoir d'autres renseignements fiscaux, donc vous ne pouvez pas passer par le compte impôt.gouv.fr puisque vous n'êtes pas créé. Parce que pour créer un espace professionnel, il faut avoir un SIREN. Donc, pour avoir un SIREN, il faut que vous soyez créé auprès du guichet et de l'INSEE, que vous soyez connu à l'INSEE. Peut-être que vous n'en êtes pas encore là. Donc, si demain, vous avez besoin de prendre rendez-vous auprès du service des entreprises, vous ne pouvez pas le faire par votre compte professionnel. Vous pouvez le faire par impôt.gouv dans la rubrique « Contact et rendez-vous ». C'est une rubrique qui se trouve tout en bas du site. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous demander d'indiquer si vous êtes un particulier ou un professionnel. On va vous demander de nous dire pourquoi vous souhaitez prendre rendez-vous. Donc, est-ce que c'est un problème à la création de votre entreprise? Est-ce que c'est un problème de TVA? Est-ce que c'est un problème d'impôt sur le revenu, de cotisation foncière des entreprises? Et on va vous proposer un rendez-vous. Je crois que j'ai regardé ce matin, il y avait des rendez-vous encore disponibles pour la semaine prochaine. Donc, il y en avait même encore pour 1 ou 2 pour vendredi après-midi. Donc, ce sont des rendez-vous qui sont très rapides. Donc, vous prenez rendez-vous. L'avantage, c'est qu'on vous consacre du temps. Donc, on vous demande un numéro de téléphone parce qu'on pratique le contre-appel. Donc, pourquoi un contre-appel? Parce que d'expérience, la majorité des questions que vous pouvez nous poser ne nécessitent pas que vous vous déplaciez. On peut vous apporter une réponse par justement le contre-appel qu'on va vous faire, ou tout simplement, on va vous appeler pour cibler un peu plus votre demande et vous demander de nous apporter lors du rendez-vous des documents dont on aura besoin pour se prononcer. Donc, ça permet de ne pas perdre du temps parce que si vous prenez rendez-vous et que vous n'arrivez pas avec les bons papiers, on aura perdu peut-être un petit peu de temps. On va vous demander de revenir ou on va vous rappeler. Donc, effectivement, là, comme ça, on aura tout ce qu'on a besoin pour se prononcer. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin donc, de la présentation. Moi, de mon côté, je vais récupérer toutes les questions que vous avez pu me faire et je vous répondrai dans les prochains jours. Je m'y engage. Donc, comme ça, je ne vous laisse pas sans réponse. Donc, j'espère quand même que cet atelier vous a été utile, qu'il a permis de simplifier certaines démarches ou de répondre à certaines interrogations que vous pourriez avoir.
et peut-être de dédramatiser l'aspect fiscal dans le cadre de la création de votre entreprise. En tout état de cause, moi et mes collègues restons à votre disposition, comme je vous ai expliqué, par prise de rendez-vous, par messagerie. En attendant, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, je vous rappelle que le lien pour le replay sera mis en ligne donc, prochainement sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Lorraine. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis surtout de développer donc déjà d'aller au bout de vos formalités de création et de développer au maximum votre activité professionnelle. Voilà, bonne journée à vous.